et bienvenue à vous, je suis Léo et voici ma première contribution à 3MC. À cette occasion, je vous propose de vous faire découvrir l'histoire méconnue des malgré nous, ces Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. « 3 septembre 1939. La France déclare la guerre à l'Allemagne. Mais contrairement à 1914, la région de l'Alsace et le département lorrain de la Moselle sont cette fois-ci du côté français. Pour rappel, de 1871 à 1918, les populations de ces territoires étaient allemandes et appartenaient au Reichsland Elsass-Lothringen. Durant la Première Guerre mondiale, 380 000 Alsaciens mosellans avaient combattu pour l'Allemagne, la plupart du temps à contre-cœur, et 18 000 pour la France. Après le drame de la Grande Guerre, était apparu dans les années 20 le terme de « malgré nous » pour désigner l'arrachement à la France et la contrainte de se battre sous l'uniforme allemand. Mais lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, la France, défaite en quelques semaines, signe un armistice le 22 juin 1940 et s'apprête à perdre à nouveau ces deux territoires. Quelques centaines de milliers d'Alsaciens et de Mosellans qui s'étaient exilés dans le sud-ouest décident de rentrer chez eux, pensant la guerre et les problèmes désormais loin d'eux. Mais dès juillet 40, les Allemands décident d'annexer l'Alsace et la Moselle en toute illégalité et sans même en avoir échangé avec Vichy. Il ne va pas alors seulement s'agir d'occuper cet espace, mais aussi de regermaniser sa population et la nazifier. Car pour les nazis, Alsaciens et Mosellans sont des peuples germaniques vivant hors d'Allemagne. Mais ils ne sont pas pour autant considérés comme de purs Allemands. On les qualifie de Deutscher Volkszugehöriger, membres du peuple allemand, ou de Volksdeutscher, soit des appartenant au peuple allemand. Ces termes en font une ethnie frontalière, tachée par une influence étrangère non germanique, en l'occurrence celle de la France. La priorité sera donc de leur retirer toute francité. Pour ce faire, partout on interdit la langue française, on germanise les prénoms et noms de famille, les noms de rues et de lieux, on enlève ou cache tout symbole français et on change les programmes scolaires. C'est la mission confiée par Hitler au Gauleiter Robert Wagner pour le Gau Oberrhein, soit le pays de Bade et l'Alsace, et Joseph Bürkel pour le Gau Westmark, correspondant à la Moselle-Sarre-Palatinat. Ces deux anciens instituteurs particulièrement zélés vont se montrer très appliqués à la tâche qui leur est confiée. Pour que la germanisation et la nazification soient efficaces, il faut fidéliser les Alsaciens mosellans au Reich, et notamment les jeunes, hommes comme femmes. Le 8 mai 1941, les Allemands imposent aux 17-25 ans le Reichsarbeitsdienst, un service de travail obligatoire de 6 mois devant précéder un service militaire. Avant ça, la Hitlerjugend et la Bund Deutscher Mädel ont déjà été mises en place dans le territoire pour les 10-18 ans. Les occupants espèrent également que les hommes vont s'engager volontairement dans la Wehrmacht. Il n'en sera rien. En ce qui concerne l'Alsace, à peine 185 volontaires en décembre 41 et 2428 pour toute la période de l'annexion. Et c'est un véritable problème en cette année 1941 pour des Allemands qui évoluent sur le front de l'Est, mais aussi dans les Balkans, en Afrique et au Moyen-Orient. L'opération Barbarossa notamment, menée depuis juin, cause des pertes considérables et requiert plus d'hommes. Pire, en décembre, l'entrée en guerre des États-Unis bouleverse totalement le conflit. Les Allemands doivent réagir. L'incorporation obligatoire est proclamée le 19 août 42 pour la Moselle et le 25 août pour l'Alsace. À ce sujet, Robert Wagner s'explique. L'Alsace doit se battre pour gagner sa future place dans l'Europe nouvelle. C'est seulement par une participation active au combat que l'Alsace s'assurera un avenir heureux. Le Gauleiter croit que la participation militaire des Alsaciens mosellans dans l'armée allemande permettra le succès de leur intégration au Reich. Le 23 août, une ordonnance leur accorde la nationalité au moment de leur incorporation. On leur propose ainsi de pouvoir passer de Volksdeutscher à Reichsdeutscher. Mais cela sert surtout au régime nazi pour être en accord avec sa loi de conscription, ne pouvant s'appliquer qu'à des nationaux. Ainsi, 31 000 Mosellans et 103 000 Alsaciens sont mobilisés et intégrés de force dans l'une des trois composantes de la Wehrmacht, Heer, Luftwaffe ou Kriegsmarine, mais aussi pour certains dans la Waffen-SS qui doit être renflouée. Environ un quart des incorporés sont mosellans et 3/4 alsaciens, dont 60% de barinois. Cette mobilisation représente en tout 22 classes d'âge alsaciennes
1908 à 1929 et 14 classes d'âge Mosellanes 1914 à 1927. Les classes 1922 et 1924 sont les plus engagées et concernent donc des jeunes hommes âgés de 18 et 20 ans au moment de l'enrôlement. Certains incorporés sont donc versés directement dans la Waffen-SS, comme c'est le cas de 50% des Alsaciens de la classe 1926. Les Allemands iront jusqu'à employer la classe alsacienne 1929 en hiver 44-45, soit des gamins à peine âgés de 15 ans. Aussi, l'incorporation de force concerne également 15 000 femmes d'Alsace et de Moselle, puisqu'avec le Kriegshilfdienst, service auxiliaire de guerre, elles sont contraintes de contribuer à l'effort de guerre en travaillant dans les usines et les fermes, les transports, les hôpitaux, l'administration ou encore certains services de l'armée. Ces femmes, reconnues tardivement, sont appelées malgré elles et font monter le nombre des incorporés de force à près de 145 000. Et cela n'inclut pas les incorporés au Volkssturm, milice populaire recrutant les 16-60 ans non mobilisables. Rappelons enfin que cette incorporation de force de population non allemande par les nazis concerne également plus de 9000 luxembourgeois et 8000 belges des comtés germanophones d'Eupen-Malmedy, et des cas similaires d'incorporation forcée se retrouvent également en Pologne, en Slovénie, en Serbie, en Tchéquie et dans le nord de l'Italie. Entre 1940 et 1945, près de 500 000 Européens auraient été concernés par le phénomène. Surtout, il faut bien insister sur la notion d'incorporation obligatoire et sur la contrainte qui a pesé sur les Alsaciens et Mosellans. Les Allemands avaient préparé en amont le contrôle de cette population. Dès juillet 40, un ancien camp français situé à Schirmeck est transformé en camp de sûreté. À cela s'ajoute évidemment le camp de concentration du Struthof, érigé en mai 41 et situé à une dizaine de kilomètres de Schirmeck. Tout est fait pour faire prendre conscience aux annexés de la menace qui pèse sur eux. Pour les réfractaires à l'incorporation ou à toute autre contribution au régime nazi, et ceux reconnus comme déserteurs ou traîtres, les risques sont considérables. Confiscation des biens et surtout déportation des parents et de la famille au sens large du terme. Naturellement, un malgré nous préfère porter l'uniforme allemand que de voir les siens être déportés en Allemagne ou en Pologne. Il y aurait quand même eu près de 18 000 déserteurs alsaciens et 20 000 malgré nous réfractaires, dont 6 000 Mosellans. Pour les Alsaciens qui souhaitent échapper à l'enrôlement, l'idée est en général de gagner la Suisse via la frontière haut-rhinoise ou alors rejoindre la France libre. Souvent, ils sont aidés par des réseaux locaux de résistance et de passeurs comme le groupe Pur Sang. 4000 Alsaciens, hommes et femmes, sont reconnus comme résistants et auraient permis l'évasion de près de 15 000 personnes. L'évasion est des fois suivie de l'engagement dans des réseaux de résistance ou dans les forces alliées, notamment les forces françaises libres. Mais l'évasion ne marche pas toujours. Dans la nuit du 12 au 13 février 1943, 18 Alsaciens de Ballersdorf tentent par exemple d'entrer en Suisse. Seul un des leurs y parviendra. 3 sont tués sur le coup, 13 sont fusillés au Struthof le 17 février et 1 le 24. La grande majorité des malgré nous, environ 90% d'entre eux, sont envoyés sur le front de l'Est, l'Ostfront, l'un des plus terribles et des plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale. Formés en quelques mois, ils y combattent les Soviétiques à partir de février 43, aux côtés des Allemands, mais aussi des Autrichiens, Hongrois, Roumains, Italiens, Espagnols et Belges. Ils participent à des batailles comme Leningrad, Kursk, Smolensk ou Voronezh. Pour eux, c'est leur baptême de feu qui s'effectue alors, dans des conditions terribles et dans des pays lointains, Ukraine, Russie, Biélorussie, Pays-Baltes ou encore République caucasienne. Dans la chaleur étouffante de l'été ou le froid infernal de l'hiver, face à un ennemi déterminé, les malgré nous restent solidaires entre eux et se raccrochent à leur identité. Les 10% restants combattent sur d'autres fronts européens, essentiellement la Scandinavie, la Finlande, les Balkans, l'Italie, et même pour certains, le pire, la France, leur propre pays. Ils ont beau combattre sous l'uniforme allemand, les malgré nous sont toujours sous la surveillance de leurs officiers et suscitent toujours la méfiance de la hiérarchie allemande. Au début de leur incorporation, il est prévu que leur présence ne dépasse pas 5% des effectifs
et les Allemands tentent le plus possible de les disperser. Le quota de 5% sera vite abandonné, car incompatible avec les besoins et la réalité du conflit. Mais toujours on doute de leur fidélité et on craint leur désertion. Et pour cause, le front de l'Est est le lieu principal de désertion des malgré-nous. En fuyant les lignes allemandes, ils espèrent être accueillis par des soviétiques mis au courant de leur situation par les Alliés et qui eux-mêmes leur envoient des tracts et leur destinent des appels à déserter et à les rejoindre. Mais la réalité est souvent tout autre. La plupart des malgré-nous, déserteurs comme prisonniers, finissent dans les camps soviétiques. Les malgré-nous ont beau tenter d'expliquer leur situation aux soviets, ils ne la comprennent pas ou refusent d'y croire. Ils se retrouvent alors dans des camps tels que ceux de Remy en Ukraine, Tomsk en Sibérie ou Karaganda-Spassk au Kazakhstan. Mais la plupart atterrissent au camp numéro 188 de Tambov-Rada à 450 km au sud-est de Moscou. Un endroit insalubre où les hivers dépassent les -30 et où, entassés jusqu'à 300 dans des baraques de bois, les détenus y subissent le travail forcé, la sous-nutrition, le surpeuplement et des conditions hygiéniques et sanitaires absolument déplorables. Un détenu sur 2 y mourra, soit entre 5 et 10 000 morts selon les sources. À partir de juillet 43 et jusqu'après la fin de la guerre, 15 000 Français sont passés par Tambov et environ 2000 y sont morts, dont 1397 Alsaciens et 279 Mosellans. Aux malgré-nous qui y sont détenus se mêlent aussi des prisonniers français de 40 et des volontaires de la LVF et de la division SS Charlemagne. Malgré l'horreur ambiante, un sursaut d'espoir survient le 7 juillet 44 lorsque les soviétiques, en collaboration avec la France libre, autorisent la libération de 1500 malgré-nous sélectionnés et confiés au général Ernest Petit. Après un long périple par Téhéran, Haïfa et Taranté, les libérés arrivent à Alger le 29 août. Certains y rejoindront les forces françaises libres. Ce sera le seul et unique convoi de libération avant la capitulation allemande. Il faut dire que la France libre ne fait pas vraiment des malgré-nous une priorité, soucieuse notamment de maintenir de bonnes relations avec ses alliés soviétiques. Le camp de Tambov et l'internement des malgré-nous sera longtemps nié par l'URSS jusqu'à la chute du régime dans les années 90. Depuis un accord franco-russe signé le 2 octobre 95, les archives russes sont ouvertes et de nombreuses associations comme Pèlerinage Tambov ainsi que des historiens travaillent en collaboration avec la Russie, notamment pour rendre plus précises les données sur les victimes alsaco-mosellanes des camps soviétiques. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, plus de 30 000 malgré-nous d'Alsace et de Moselle sont morts. 70% au combat, de blessures ou de captivité, et 30%, soit près de 9 000 d'entre eux, sont portés disparus. Ces pertes, difficilement estimables et variant beaucoup selon les sources, seraient d'environ 24 000 Alsaciens et 7 000 Mosellans. Certains historiens avancent le nombre de 90 000 survivants et 40 000 morts, dont 24 000 au combat et 16 000 en captivité. De plus, 30 000 furent blessés, dont 10 000 gravement. Aux morts s'ajoutent également près de 20 000 orphelins qui pour la plupart n'auront pas ou à peine connu leur père, partis trop jeunes à la guerre. Et plus tragiquement, la souffrance des malgré-nous va se poursuivre encore après la guerre. En effet, pour les malgré-nous, l'après-guerre va se révéler particulièrement difficile. Déjà, les prisonniers des camps soviétiques doivent faire face à un rapatriement particulièrement lent. 10 000 Français sont encore emprisonnés à Tambov en juin 45, alors que l'Allemagne a capitulé le 8 mai. Un accord est tout de même signé le 29 juin entre la France et l'URSS. Ainsi, du 3 août au 15 octobre, 8 convois de 11 470 prisonniers rentrent en France, mais d'autres ne rentreront que bien plus tard. Après mai 46, il y a encore 430 Alsaciens et Mosellans à rapatrier. Le dernier malgré nous, Jean-Jacques Remeter, enrôlé en 1943 et passé par 11 camps différents, ne rentre de Russie que le 13 avril 1955, soit quasiment 10 ans après la fin de la guerre. Mais même rentrés en France, les difficultés continuent pour les malgré nous, qui doivent y affronter l'incompréhension, l'ignorance et l'hostilité des Français de l'intérieur. Certains les considèrent comme des nazis, des collabos ou des traîtres. La plupart des malgré-nous sont rentrés traumatisés par la guerre ou leur détention en URSS et préfèrent face à ça se murer dans un mutisme de protection. Leur situation est totalement obscurcie par les tensions de la libération.
L'apogée de ces tensions, c'est le procès de Bordeaux, qui s'est tenu en février 1953. Il a lieu pour juger des responsables du massacre d'Oradour-sur-Glane commis par la division SS Das Reich le 10 juin 1944 et ayant fait 643 victimes. Parmi les soldats allemands se trouvaient 14 Alsaciens, 13 malgré nous incorporés de force dans la SS, dont 9 à peine âgés de 18 ans, et un volontaire qui s'était engagé à 18 ans dès 1941. Le verdict du 11 février condamnera à mort le volontaire. Les 13 malgré nous écoperont quant à eux de peine de 8 ans de travaux forcés à 5 ans de prison. Ce procès, au lieu de faire justice et d'éclaircir l'ombre du passé, est un véritable fiasco. D'un côté, les Limousins enragent face à un verdict qu'ils estiment beaucoup trop laxiste. De l'autre côté, les Alsaciens sont complètement révoltés par la manière dont ont été traités les malgré nous. Et à raison, puisque l'obligation d'incorporation et toutes les contraintes qui ont pesé sur eux n'ont pas été prises en compte. Les manifestations et la colère des deux camps poussent la justice à voter exceptionnellement une loi d'amnistie le 21 février. Le seul Alsacien engagé volontairement, Georges-René Bosse, fera quand même 14 ans de prison avant d'être libéré. Il terminera ses jours en Allemagne, à Völklingen, dans le Saarland, à la frontière mosellane. Évidemment, l'affaire est compliquée et sensible, aujourd'hui encore. Rappelons tout de même que dans le drame d'Oradour, 44 réfugiés lorrains et 11 réfugiés alsaciens qui s'étaient installés dans le village limousin durant l'exil de 39-40 y ont péri. Nous avons donc eu affaire à des Français d'Alsace-Moselle, forcés par les Allemands de tuer d'autres Français, y compris d'autres Alsaciens et Mosellans. Un drame donc collectif que l'amnistie visait à apaiser en privilégiant l'union et la paix nationale entre Limousins et Alsaciens-Mosellans, faisant alors de nouveau partie d'une même nation, la France. Il y eut aussi pour les malgré nous un véritable combat à mener pour la reconnaissance de leur statut d'incorporé de force et pour l'obtention des droits liés à leur situation, notamment les pensions de guerre. Un combat qui a été mené à la fois contre l'État français, mais aussi contre l'État allemand. Le 15 juillet 1960, lorsque la République fédérale d'Allemagne verse 400 millions de Deutschmark à la France, destinés aux victimes des persécutions nazies, des sommes sont données aux déportés, mais les malgré nous, eux, n'obtiennent aucun dédommagement. Ce n'est qu'avec l'accord de la Fondation Entente franco-allemande, signé le 23 février 1979, que la RFA s'engage à verser 250 millions de Deutschmark pour l'indemnisation des malgré nous. En 1981, 9100 francs sont ainsi accordés à plus de 86 000 malgré nous. En 2008, cette même FEFA ouvre l'indemnisation à 5087 malgré elle, indemnisation à moitié financée par l'Allemagne et l'autre moitié par la France. Enfin, lors d'un discours prononcé à Colmar le 8 mai 2010, l'ex-président Nicolas Sarkozy entérine la reconnaissance des malgré nous en les associant à des victimes du nazisme et en qualifiant leur incorporation forcée de véritables crimes de guerre. Ce combat pour la reconnaissance et donc pour la mémoire des malgré nous a été permis grâce à des associations comme l'association des évadés et incorporés de force ou l'association des orphelins de pères malgré nous d'Alsace-Moselle qui ont œuvré aussi bien pour le rapatriement des malgré nous que pour la recherche des disparus, le travail mémoriel et bien sûr le combat juridique pour la reconnaissance de leur cas aussi bien en France qu'outre-Rhin. Un combat d'autant plus difficile à mener qu'il a également fallu que les langues des malgré nous se libèrent, et même si nous avons aujourd'hui de nombreux témoignages, beaucoup n'ont jamais voulu en parler et ont tenté toute leur vie d'oublier cette période. Voici donc l'histoire des malgré nous, une histoire qui, vous l'aurez compris, est d'autant plus complexe qu'elle est encore aujourd'hui méconnue et incomprise, comme l'est plus généralement l'histoire de l'Alsace et de la Moselle, un territoire ayant été tragiquement balancé entre la France et l'Allemagne. Pour en apprendre davantage sur le sujet, et si vous êtes de passage dans la région, allez visiter le mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck, ou encore les musées de l'Abri à Athènes et de la Poche de Colmar à Turkheim. Il y a aussi en ce moment une exposition sur les malgré nous mosellans au musée de la guerre de 1870 et de l'annexion de Gravelotte, à côté de Metz. Le hors-série de la revue Saison d'Alsace des DNA d'octobre 2022 est toujours en vente et il est entièrement consacré aux malgré nous. Enfin, pour se faire une autre idée de l'histoire des malgré nous, je vous invite à vous tourner vers la bande dessinée
média qui a sans doute le plus et le mieux œuvré pour la mémoire des Malgré nous, lire notamment Tamboff de Schaeffer et Pilot et les 4 tomes de la série Malgré nous par Thierry Gloris et Marie Terré. J'espère que le sujet vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Vous me retrouverez ici pour de prochaines contributions à 3 minutes de culture, mais vous pouvez aussi venir me suivre sur ma chaîne Ledika et m'écouter sur les plateformes de podcast. Merci de votre temps et de votre écoute, et à bientôt.